Le mensonge densifie l'ego. Dans cette vidéo, j'ai envie de traiter le mensonge non pas comme une question de morale, de c'est bien ou ça n'est pas bien, tout comme mon podcast que j'avais fait sur la pornographie. Tu sauras, si tu me connais un peu, que la notion de morale m'intéresse assez peu et que j'ai plutôt à cœur d'aborder les choses via un prisme de conscience et aussi un peu scientifique, factuel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça engendre dans notre vie et est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on désire profondément. Donc dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder le mensonge non pas comme une question morale, mais comme une question de santé mentale, de santé psychique, émotionnelle et relationnelle aussi. Et ce que j'ai envie de regarder dans cette vidéo avec toi, c'est comment le mensonge renforce les structures égotiques. Ça n'est ni bien ni mal, encore une fois, c'est juste simplement factuel. Il n'y a pas non plus, je fais pas partie de ces gens qui diabolisent l'ego, qui en font un problème en soi. C'est juste une constatation que les structures de survie, les structures égotiques vont être maintenues, renforcées et densifiées par le mensonge. Pourquoi ? La première chose, c'est que mentir à quelqu'un, donc mentir pouvant prendre plusieurs formes, pouvant aller de je transforme consciemment et volontairement une réalité que je sais existante pour cacher quelque chose à l'autre, pour donner une fausse information à l'autre. Ça peut être aussi je transforme partiellement l'information. Il y a différents degrés de mensonge et évidemment plus le mensonge est fort, plus il est conscient, plus les conséquences vont être importantes aussi. Donc il y a quand même des nuances sur les conséquences, mais ça en a toujours. La première chose, c'est que le mensonge crée obligatoirement une scission psychique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va y avoir une partie de nous qui va être mobilisée à maintenir une narration, à maintenir une image de soi qu'on veut renvoyer à l'autre, puisque c'est bien pour ça qu'on ment. En fait, c'est pour s'éviter les conséquences du réel, c'est-à-dire éviter que l'autre nous perçoive ou nous voit ou sache certaines choses de nous, de nos agissements, de ce qu'on ressent, etc. Mais à l'instant où on présente quelque chose qui est différent de ce qui est réellement et de ce qui se passe réellement aussi en nous, on crée une scission à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ça favorise la dissociation. Alors la dissociation au sens de se couper de soi, mais aussi au sens de se fragmenter au niveau interne et au niveau psychique. Quand on se fragmente comme ça au niveau psychique, ça veut dire qu'on va créer comme différentes entités d'une certaine manière qui vont entrer en conflit les unes avec les autres. Alors c'est déjà le cas dans la psyché humaine, mais exacerber ça a évidemment des conséquences. Parce que on va maintenir une quantité énorme, plus ou moins énorme selon l'ampleur du mensonge, on va utiliser une quantité énorme d'énergie justement pour maintenir la chose cachée qu'on veut qu'elle reste cachée ou pour maintenir une version de la réalité transformée. Et ça va impliquer que potentiellement on reste dans une hyper-vigilance. C'est-à-dire notre système nerveux va jamais pouvoir être vraiment au repos. Ça va favoriser le mode de survie puisqu'il va falloir qu'on contrôle en fait la perception que l'autre a pour que le mensonge ne soit pas dévoilé, pour que la réalité ne soit pas dévoilée. Donc en fait, c'est comme s'il y a une énorme quantité d'énergie de notre bande passante qui va être utilisée pour maintenir une forme du contrôle sur la narration qu'on a donnée à l'autre, parce qu'il y a une partie de nous qui sait très bien qu'elle n'est pas vraie, et donc qu'elle pourrait être découverte. Donc ça va vraiment consommer énormément d'énergie de mentir, ça va nous maintenir dans de l'hypervigilance et ça va favoriser la dissociation, le conflit interne ou la dissociation, la fragmentation interne. C'est-à-dire c'est le contraire de l'intégrité dont je parle souvent, c'est-à-dire unifier les choses, c'est-à-dire qu'on va au contraire recréer une nouvelle fragmentation et créer une partie de nous qui est celle qui ment et la partie de nous qui elle sait ce qu'il en est vraiment. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Avec toute l'énergie que ça consomme, on ne peut pas vraiment se détendre dans une relation quand on sait et quand on est en hyper-vigilance quelque part que, ah oui, mais il faut pas que je me détende trop parce que si jamais je dis ou je fais quelque chose qui pourrait révéler ça, c'est risqué. Donc, on se met des bâtons dans les roues tout seul quelque part, parce qu'on peut pas se détendre, se déposer, sortir de la survie, se sentir en sécurité dans une relation dans laquelle on ment. Ça va être quasiment impossible. Et donc, il ne s'agit pas tant d'une question de morale qu'une question de notre propre bien-être, entre guillemets, de notre propre sécurité, de notre propre capacité à créer des relations dans lesquelles on peut se détendre. Du coup, on ne va pas pouvoir non plus être entier ou entière dans la relation dans laquelle on va mentir. Puisqu'il y a des parties de soi qui sont cachées,
par définition. Donc ça va être très difficile de se sentir épanoui, de se sentir pleinement exister, de se sentir pleinement accueilli dans une relation dans laquelle on cache quelque chose de soi. D'autant plus que souvent, quand on ment sur quelque chose, c'est qu'il y a une zone de honte, c'est qu'il y a une zone plus ou moins traumatisée où on se dit mais si l'autre sait ça, si l'autre voit ça, alors souvent on veut éviter les conséquences, donc c'est une stratégie d'évitement, mais aussi on se dit je ne pourrai jamais être aimé à cet endroit-là, je ne pourrai jamais être reçu, accueilli, aimé à cet endroit-là. Et quand on ment, on renforce. C'est comme si on envoyait le message à notre inconscient que non, tu vois, tu mérites pas d'être aimé comme ça, et quand tu mens, ça passe mieux. Donc il y a une sorte de renforcement, finalement, de renforcement identitaire qui va nous conforter dans l'idée que on ne pourra jamais être aimé pleinement, qu'on ne pourra jamais être entendu, accueilli vraiment, qu'il va toujours falloir négocier ou cacher des parties de nous-mêmes pour pouvoir être aimés, ce qui crée aussi une scission en soi qui est assez terrible et assez violente, qui va conforter l'idée que je ne peux pas être aimé entièrement. Ce qui, à mon avis, est faux. C'est-à-dire qu'on confond être aimé pour qui on est et pour ce que l'on fait. Mais ça, c'est un autre point que je développerai peut-être dans d'autres espaces, que j'ai déjà fait des posts là-dessus, la confusion entre la liberté d'être et la liberté de faire. L'autre ne va jamais aimer tout ce qu'on fait. Et heureusement, mais l'autre peut quand même nous aimer dans tout ce qu'on est, ce qui sont deux choses différentes. Mais bon, ça c'est un autre point. Quelque part, on va savoir que l'autre est en train de nous aimer, mais pour une version de nous qui n'est pas qui on est vraiment. Et donc, on va comme devenir une sorte de puits sans fond qui ne se sent jamais suffisamment aimé, puisqu'on sait qu'on n'a pas montré à l'autre ce qu'il en est vraiment. Donc, ça crée une forme de dissonance, ça crée une forme d'insatisfaction qui ne nous permet pas vraiment non plus de recevoir l'amour. Et je parlais d'évitement, donc si je reviens sur ce que je disais au début, à savoir que le mensonge renforce les structures égotiques, c'est que ça va renforcer les structures défensives. Donc la dissociation, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi toutes les stratégies justement de fuite, d'évitement, d'hypervigilance dont j'ai parlé aussi, parce que en réalité, quand on ment, c'est très rarement pour protéger l'autre. Moi, je crois pas à ça. Je crois que ça parle de notre propre incapacité, notre propre manque de ressources à supporter, à accueillir les conséquences, y compris les conséquences émotionnelles que ça aura pour l'autre, de nos actes ou de ce qu'on pense ou ce qu'on ressent vraiment. Donc il y a évidemment une stratégie de fuite et d'évitement dans le mensonge. Donc quand je mens, je renforce ces stratégies de défense et donc je renforce mon système de défense et donc mon ego. Un autre point que j'ai envie d'aborder qui me semble vraiment important, je dis toujours que la transparence n'est pas non plus une question de morale mais une question de liberté. Je m'explique, c'est que quand on ment à quelqu'un, donc on lui cache plus ou moins entièrement ou partiellement une information, à propos de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, ou à propos de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ressent pas, etc., etc. Et on le cache évidemment parce qu'on sait que ça aurait des conséquences. Quand on fait ça, on prive l'autre de sa liberté de se positionner face à ce qui est, de se positionner en connaissance de cause face à ce qui est. Et on est aussi en même temps en train de duper l'autre, pas seulement au sens du mensonge en lui-même, mais on est en train de lui faire croire que ce qu'on propose en relation, la proposition qu'on est en relation, n'est pas celle qui est réellement, ce qui va tôt ou tard se payer dans la relation, ce qui va tôt ou tard être révélé d'une manière ou d'une autre, même si le mensonge en question n'est pas révélé. C'est-à-dire à un moment donné, l'autre va se rendre compte que ce que tu prétends proposer dans la relation n'est pas en fait ce que tu proposes réellement et factuellement. Et ça, tôt ou tard, la relation va le savoir, tôt ou tard, la relation va le payer. Donc, il vaut mieux partir, à mon sens, de ce qui est, même si c'est imparfait, que de partir d'un mensonge qui, tôt ou tard, va être révélé. Ce qui est important aussi de comprendre, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se vit profondément, c'est que il y a un acte, pour moi, sacré dans le fait de se révéler avec sincérité à l'autre, parce que au-delà du fait qu'on lui donne le cadeau de
d'être libre et souverain face à ce qui est, au-delà du fait qu'on lui fait le cadeau de sortir de tous ces mécanismes de défense qui justement densifient l'ego et nous coupent de l'intimité. Au moment où on révèle quelque chose à l'autre et qu'on s'expose euh, à aussi, j'allais dire, au risque d'être aimé à cet endroit-là, on est en train aussi d'affirmer quelque chose de qui on est. Et on est en train de le faire pour soi-même. On est en train d'affirmer qui on est à travers ça. Et ça a une valeur immense, ça a une valeur infinie. Et on sous-estime à quel point on répare quelque chose pour soi-même déjà à travers ce type d'acte-là. Quand c'est fait avec sincérité, avec humilité, avec humanité, et que en plus du coup le fait qu'on le livre de cette manière-là puisse nous permettre de recevoir quelque chose qui potentiellement est de l'ordre de la compassion, de l'amour, ou de juste de pouvoir se relier à l'autre dans ces moments-là, même si l'autre est activé, même si l'autre n'est pas d'accord, etc. On sous-estime à quel point ça vient nous réparer, à quel point justement ça vient nous permettre de devenir plus intègre, plus entier, plus complet, et de pouvoir se détendre dans notre vie et dans nos relations. En fait, ce dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est aussi cette notion de dissonance cognitive. C'est-à-dire que au moment où je sais quelque chose mais que je dis autre chose, ou alors que je vois quelque chose et que je dis autre chose. J'en avais parlé d'ailleurs sur une vidéo où j'évoquais les dangers de la non-binarité, où je disais que pour moi le problème n'était pas que les gens se sentent comme ils se sentent. Au contraire, c'est important qu'ils reconnaissent ça. Mais quand on demande à quelqu'un de dire que un ballon est rouge alors qu'on voit qu'il est jaune, ça crée de la dissonance cognitive. C'est exactement la même chose quand on ment. On va créer de la dissonance cognitive. Et donc cette dissonance cognitive a des conséquences sur nous-mêmes, mais va évidemment avoir des implications dans la relation et sur l'autre. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce petit podcast. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Encore une fois, je n'induis aucune notion de morale sur la notion de mensonge et je pense d'ailleurs que c'est comme tout. On a besoin de le faire et des fois d'éprouver toutes les conséquences consciemment pour pouvoir arrêter de le faire. Mais je voulais juste appuyer, ça a des conséquences qui sont pas juste c'est bien ou c'est mal, ce qui ne veut rien dire. Ça a juste des conséquences factuelles. Et si ce que tu as envie de vivre, c'est des relations dans lesquelles il y a de la sécurité, il y a de l'amour, où tu peux recevoir l'amour, où tu peux exister pleinement, ça n'a aucun sens de faire ça.